Dans la dernière vidéo sur la sécurité alimentaire, je me demandais sur le ton de l'humour comment faire entrer le chocolat dans ma sécurité alimentaire. Avant de vous proposer cette vidéo, j'étais totalement ignorant sur la fabrication du chocolat. Je savais juste qu'il fallait des fèves de cacao et que le cacaoyer ne pousse pas chez nous. Pour autant, je dois dire qu'en cas de rupture de la normalité, j'adore cette phrase, ça fait vraiment apocalyptique. Enfin bref, si ça se passe mal, je serais vraiment contrarié de ne plus pouvoir manger mon carré de chocolat après le repas. Cette préoccupation futile au premier abord m'a poussé à en savoir plus sur le chocolat. Et j'ai la chance d'avoir un chocolatier dans mon village. Benjamin a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de sa chocolaterie. Alors dans un premier temps, je vous propose de voir comment on fait du chocolat à partir de la fève. Benjamin, tu m'as fait venir ici au fournil de la Chouette. Pour faire quoi exactement ? Donc je viens ici pour torréfier mes fèves de cacao et puis mes fruits secs pour faire le chocolat. Voilà. D'accord, donc là c'est la première étape autour de la fève. Donc là tu as reçu des sacs qui viennent de différents pays. Et la première étape, ça va être donc de les griller. Voilà, je les grille. Donc, dans un premier temps, je fais un tri visuel pour voir que toutes les fèves sont entières, qu'il n'y ait pas de fèves cassées. Donc là, j'en ai déjà trié. Ça, c'est des déchets, on va dire, de fèves corrompues. Ouais, le fait qu'elles soient cassées, elles vont s'éventer dans le transport et elles vont perdre leur qualité et donner un mauvais goût au chocolat. Donc, mon travail, dans un premier temps, c'est de vérifier qu'elles soient toutes belles, de taille uniforme et puis qu'il n'y ait pas de cassé. Et ensuite, je vais les mettre à griller. Ok. Donc là, simplement, avec le four que j'ai, le but c'est que je les étale le plus à plat possible, qu'il n'y ait pas qu'un seul niveau pour que la chaleur se transmette bien de manière équitable sur toutes les fèves. Dans l'idéal, il faudrait que je puisse les brasser pendant la torréfaction. Normalement, ça aime être brassé pour que ça soit homogène. Mais là, avec mes conditions, pour le moment, je ne peux pas. Donc, je fais comme ça. Voilà. Une fois que j'ai tout étalé sur les plaques, là, j'enfourne. Donc, pour la température, là, c'est idéal. En fait, on est à 125 degrés. 125 degrés pour donc cuire les fèves. Et pendant combien de temps ? Et c'est parti pour une demi-heure. Une demi-heure. C'est quoi l'objectif de faire cuire les fèves ? Le premier objectif, ça va être de modifier l'arôme de la fève. Est-ce qu'on présente du chocolat avec de la fève crue? Crue. Ouais, on peut faire du chocolat avec la fève crue. Alors, il faudra s'assurer qu'elle soit bien sèche quand même. Donc, on peut les déshydrater un petit coup à basse température ou alors les flasher sur une plus haute température pour éliminer l'humidité. Et c'est possible de faire du chocolat cru comme ça. Ouais, j'en fais aussi, qui passe pas au four. Et donc on va modifier les arômes, on va lui donner des saveurs un peu côté torréfié, c'est-à-dire comme une noisette qu'on va griller. Il y a des marqueurs qui vont s'accentuer. Un chocolat qui est fait avec des fèves classiques, il a un goût différent ? Oui, c'est pas évident à décrire, mais comme un côté un peu plus vert, moins pas cuit en fait, comme on goûterait une noisette crue. Elle a ce côté un petit peu frais encore en bouche, plus brut. Mais du coup, on garde les propriétés en cru, on garde les propriétés antioxydantes, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La cuisson, elle n'a pas dégradé les valeurs nutritives. Mais c'est plus gourmand torréfié quoi. Après moi je fais une torréfaction légère, donc dans le sens où c'est assez un peu longtemps et pas fort non plus.
Je ferai pas entre les deux parce que c'est quand même grillé, mais c'est très léger comparé aux industriels. Et pourquoi les industriels ils font une torréfaction plus longue et plus chaude? Les industriels ils font une torréfaction plus chaude et plus longue, je sais pas, mais en tout cas plus chaude. Ils poussent, on va dire, la torréfaction plus loin, voire proche du brûlé. Il y a certains chocolats industriels qui ont un goût de brûlé, clairement. Je l'ai déjà senti dans, je ne citerai pas la marque, et en fait c'est pour camoufler le goût des mauvaises fèves qu'ils utilisent, quoi. Voilà. Alors, ils sont pas tous comme ça, mais la plupart. Et donc pourquoi, la question c'est pourquoi ils ont des mauvaises fèves? C'est qu'ils payent au rabais, ils exploitent les gens. Ça coûte combien 1 kilo de bonnes fèves? Tu achètes combien 1 kilo de fèves de cacao? Là, les moins chers que j'ai trouvés, on va dire, je sais pas si on peut. Mais c'était aussi un peu moins bonne qualité, mais à mon goût, au niveau gustatif, c'est entre 6 et 10 euros, on va dire, le kilo. D'accord. Et ça monte à les plus chers que je vais payer bientôt, que j'ai réservé, c'est 22 euros le kilo. Non, même pas. C'est des fèves françaises qui viennent de Martinique. Parce que la filière de cacao Martinique est en train de se relancer. D'accord. Et donc, eux, ils cherchent à faire de la qualité. Donc, moi, j'ai pris 10 kilos pour essayer. Et donc, elles sont très chères. Donc, j'espère qu'elles seront bonnes, quoi. Mais par contre, l'intérêt, c'est que c'est français. Et c'est surtout que c'est ce prix-là parce que c'est la main-d'œuvre française pour la production. Parce qu'il y a le paysan, il n'y a pas le même coût de production. Et il en reste 2. Mais du coup, entre une fève que tu vas acheter 6 euros et une fève que tu vas acheter 22 euros, au final, ta tablette de chocolat, tu vas pas la vendre trois fois plus cher quand même. Non, le travail est le même. Donc je vais juste répercuter le coût matière. Et la part de la fève, ça représente quoi dans le coût de la tablette? Moi j'avais le sentiment que c'est ça qui représentait le coût le plus important. Oui. Dans la fève, la tablette, c'est ce qui représente le coût le plus important. Ça, c'est sûr. Pour un chocolat noir, simple, on va dire. Après, si on agrémente, par exemple, si je mets de la vanille, c'est la vanille. Ça dépend combien on en met. Ouais. Après, comment? Tac, j'ai fini. Voilà. Attends, je vais cacher le gâteau. Et tu pourras encore en mettre là Ouais, je pourrais en mettre au milieu, mais en fait ça me souffle, faut que j'utilise la planche. Voilà, je fais que le tour. Je peux prendre 30 minutes. Donc là tu as mis sur la planche deux fèves qui viennent d'origines différentes. Voilà, donc à gauche on a Mexique. Donc si on les regarde, il n'y a pas une grande différence, mais elles sont plus petites, je trouve. Plus fines. Là, à droite, on a plus des charnues. Et à droite, on est sur Inde. D'accord. Et là, si on croque dedans, alors moi je pense pas que je serais capable de sentir la différence. Mais toi, qui as l'habitude, tu vas sentir la différence de... On sentira tous la différence. Ah bon? Parce qu'elles ont vraiment un goût différent. Pour goûter une fève, il suffit de la casser l'écorce, la peau, l'enlever. Et on va pouvoir goûter la chair. Alors, dans l'idéal, pour avoir une idée, en général, c'est un lot. C'est-à-dire que ça peut être un lot d'une coopérative où on aura donc plusieurs producteurs qui ont contribué au lot. Donc, c'est un mélange déjà. C'est déjà un mélange. C'est pas provenant d'un arbre ou d'une variété. C'est toujours un mélange quasiment le cacao qui peut être plus ou moins local selon l'organisation des structures.
des producteurs. Et donc pour avoir une idée du lot, c'est bien à cru, comme ça, c'est d'en éplucher un certain nombre, mélanger et goûter comme ça un mix de tout. Parce que si tu prends qu'une fève, elle va pas avoir le même goût que celle d'à côté en fait. Et donc de toute façon, ce que je voulais dire par rapport à la qualité des fèves, c'est que théoriquement, pour savoir si elles sont bonnes, même si on est néophyte, il faut déjà qu'en la goûtant, bon, c'est un peu fort, c'est une fève de cacao, mais ça doit rester agréable. Si on a des choses qui sont piquantes, très amères, des goûts un peu rances, tout le monde peut facilement identifier quand même de le côté « Ah non, c'est vraiment très agréable ». Bon, il faut quand même aimer ça, mais… les gens sont surpris, moi, mes clients sont surpris quand je leur fais goûter cru. Ils disent « Ah, mais finalement, c'est bon, je pensais ça plus fort, plus écœurant ». Et pour beaucoup, ça plaît, même aux enfants. D'accord. Donc, voilà. Après, bon, c'est aussi une habitude, j'en mange régulièrement. Voilà. Donc voilà, et après, il suffit de mâcher la fève et faire le chocolat dans la bouche, en fait. Donc, c'est-à-dire, en gros, l'écraser et faire fondre, entre guillemets, le matière grasse qui est dedans et la libérer. Donc là, elles sont molles. Parce que le fournisseur, l'intermédiaire, il m'a dit il passe au congélateur avant la livraison. 5 jours pour tuer toutes les bébêtes qu'il peut y avoir. Et donc ça ramouille un peu. Mais là après on va se passer au four, ça devient croustillant. C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. On a des parfums floraux, voilà, une puissance, c'est normal, mais c'est pas mauvais. Mais là finalement elle a subi quoi déjà comme traitement entre guillemets parce que elle paraît presque grillée, je dirais. Ouais, elle a été séchée au soleil. Donc, en première étape, le paysan, donc, il va récolter les cabosses, il va les ouvrir, récupérer la pulpe qu'il y a dedans, donc, le mucilage blanc qui renferme les graines, donc les fèves. Ça, il va les mettre en seau et ensuite il va les envoyer dans des bacs de fermentation. Donc tout le mucilage blanc qui est pulpeux, comme tout légume qu'on voit fruits qui se déconfient avec la fermentation, ça se liquéfie et ça va nettoyer les fèves. Mais en même temps, ça va un peu les transformer déjà en interne, parce qu'elles vont elles aussi subir le processus de fermentation. Et ça va la fermentation amène aussi des arômes et modifie le goût de la fève. Et notamment, ça se charge en acide acétique. Et donc ça dure à peu près entre 5 jours et 1 semaine. Les techniques varient selon les producteurs et il y a tout un travail qui peut être intéressant au niveau du producteur pour faire la qualité aussi. Une fois fermentés, ils vont les étaler sur des grandes clés de séchage au soleil et jusqu'à atteindre un certain taux d'humidité. Et prêtes à expédier. Et ensuite, elles sont mises en sac, triées. Il y a un gros travail de tri, elles sont remuées au soleil, et après elles sont triées également pour enlever toutes les cassées, les petites qui n'ont pas de chair à l'intérieur, comme ça par exemple. Ça, moi je vais l'enlever parce que c'est pas vraiment utilisable. Elle va griller plus que les autres, et puis en chair, il n'y a que pour dire rien. Donc toi derrière tu refais un second tri. Voilà, moi après quand je reçois, je fais un tri, un tri visuel. Donc, je vais te montrer. Donc ça c'est. On a goûté celle-là. Tu veux goûter une autre? Une autre, voir si j'arrive à sentir quand même une différence. La cuisson, je vais pas expliquer tous les détails aussi de la cuisson, ce que ça apporte. Ça permet aussi de mieux éplucher la fève. Ah oui, je sens une différence. Ah oui. Je serais incapable de. L'acidité? Ça chatouille, tu vois, tu salives plus. Moi, je salive davantage là. Ça me chatouille comme du citron. Sans avoir le goût du citron, mais le facteur vraiment chimique dans la bouche, ça me fait saliver. J'ai des tanins un peu plus incisifs aussi. Je dirais elle est moins douce celle-là. Ouais, voilà, une plus grosse attaque, on va dire, en bouche, c'est plus fort. Là. L'autre était plus floral, là on va voir quelque chose de plus tannique. Donc je sais plus ce qu'on a dit là, c'était Inde Mexique. et Mexique.
Et après, ça évolue à chaque processus. La fève, elle évolue et finalement, c'est un petit peu comme je sais pas, d'autres produits. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on ne saura pas. Là, je peux avoir des idées de ce que ça va donner, mais je peux pas te dire c'est les goûts que tu ressens là, tu vas les maintenir jusqu'au bout. Et donc la torréfaction, elle permet d'éliminer des acides acétiques. Donc on va avoir moins d'acidité dans la fève, donc ça va être plus rond, plus gourmand. Et puis également donc, de changer la saveur, donner un côté plus torréfié, grillé, qui est aussi réconfortant qu'on cherche dans le chocolat. Et aussi au niveau technique, le fait qu'elle soit grillée, en fait, elle va se briser plus facilement. Et donc au concassage, en fait, elle va pouvoir bien s'éclater et se dissocier de la peau on cherche à enlever. D'accord. Donc là, on va trier. Là, on va trier, voilà. Donc je vais remettre les fèves là. Ça c'est Mexique, on a dit. Donc ça c'est bon. Ici. Bien aussi. Donc mercredi soir, si tu veux venir, on ira goûter 7 origines différentes de chocolat. De fèves là. De chocolat que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Mais je ferai aussi faire une dégustation crue à tout le monde de fèves des 3 origines. J'ai pas toutes les origines gardées en cru. J'ai tout transformé. Voilà. Et là, Inde, par exemple, je trouve, par rapport à Tanzanie, que c'est beaucoup plus propre en fait. J'ai pas de brisures, elles sont toutes beaucoup entières. Bon, il y a toujours un petit peu de casse, mais c'est franchement, la qualité est beaucoup plus sympa là, au niveau du tri, que Tanzanie. Mais Tanzanie, j'aime beaucoup aussi le goût, alors je suis prêt à le faire. Ça va passer en revue là tout le seau. Voilà, c'est ça. Alors pour moi, Tu fais ça à la main? Ouais, je fais encore ça à la main, mais il faudra que je trouve une solution. Il y a des chocolatiers qui ont des grilles vibrantes, des tapis vibrants, des grilles vibrantes en fait, et tous les débris, ils vont passer sous la grille, elles vont se nettoyer comme ça, on n'aura plus que. Et après, ils font un tri visuel rapide de fèves brisées. Mais l'idéal pour un chocolatier, c'est de travailler avec des fournisseurs qui travaillent avec des paysans qui font aussi tout le monde fasse bien son travail et qu'en fait le tri soit déjà réalisé par les producteurs. D'accord. Moi je suis prêt à payer plus cher le producteur pour qu'il me fasse un travail de qualité en fait. Et puis pour lui ça sera plus valorisant, et il mettra plus de plus-value à son travail. Bon c'est un boulot mais je pense qu'il préfère peut-être trier ses fèves que je sais pas moi. En faire plus, ça c'est des choix de chacun, des choix plus ou moins les paysans. Le problème c'est eux, ils ont pas vraiment de moyens d'action. Ils ont les moyens que si ils sont en partenariat avec nous qui avons financièrement en Occident plus les moyens que dans la ceinture équatoriale quoi. Donc, mais ça se met en place là, justement grâce au mouvement Bean to Bar, on est en train de révolutionner le. C'est quoi Bean to Bar? Le Bean to Bar, c'est de la fève à la tablette. Tous les artisans chocolatiers qui partent des fèves de cacao et qui les transforment artisanalement en chocolat. Bon après artisan, ça peut aller très gros en échelle en restant artisan, mais l'idée est à travers le mouvement Bean to Bar, donc il y a une dimension de reprendre main sur le processus de fabrication du chocolat. Et aussi d'améliorer la qualité et l'éthique du chocolat. Parce qu'il y a vraiment encore de l'esclavagisme sur la filière cacao, c'est assez effrayant, quoi. Non, on va pas en parler tout de suite, parce que là, il faut que tu avances. Faut que j'avance, ouais. Il faut que tu avances dans le tri. Oui, les industriels n'aident pas à ce que cette filière fonctionne bien, quoi. Pas tous, ouais. Pas le gros de l'industrie. Ouais. Et même l'équitable, on peut le remettre en question aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est labellisé équitable que c'est parfait. Donc 30 minutes plus tard. 30 minutes plus tard, hop, lumière, maestro. Là, ah ça sent bon là.
Je sais pas s'ils vont sentir à la Ouais. Et c'est encore léger, c'est timide parce que justement je pousse pas trop loin. Et c'est peut-être à mon tort, mais voilà, ça c'est une torréfaction que je fais comme ça, mais avec mon prochain torréfacteur, ça va complètement changer la donne. Au niveau gustatif. Donc ce que je fais, je tourne. Chérie, regarde. On va voir quand même dedans là. Je vais pas les ranger dans le champ. Oui, non, mais Ah, bah, il coupera. À ce moment-là. Où j'intégrerai une séquence pin-up. Est-ce que ça rate? Non. Non. Viens, on va aller voir ce qu'il y a dans le fond. On va voir. Déjà, j'ai un thermomètre, on va prendre la température. Là. Ah, mais tu vas directement mesurer. On est à 110. 110 Et c'est ce que tu sur les fèves. C'est ce que tu cherchais à obtenir. Ben, je sais pas. Et là, tu vas un petit peu à tâtons là. Ouais, c'est qu'en fait, à chaque fois, le problème ici, c'est à chaque fois, ben, le four, il n'est pas à la même température. Donc, il faut que je m'adapte. Ah, oui. J'ai quand même des variations. C'est pas complètement maîtrisé, hein. C'est artisanal. Je sais pas si c'est une bonne excuse, mais... Il y a des tracteurs qui sont pas simples à... Ouais, et sur leur mot. la difficulté de la fève de cacao, c'est que c'est déjà brun. C'est déjà brun comparé à une noisette, tu la casses en deux, tu vois la couleur qui change à l'intérieur. Là, le cacao, lui, est toujours brun. Donc, tu vois pas la différence. Donc, c'est que au goût qu'on peut le déceler. Alors Benjamin, là on est le lendemain, chez toi, dans la chocolaterie, et tu es là pour nous parler de cette machine. Alors qu'est-ce que Voilà. c'est que cette machine? Donc c'est pour faire l'étape suivante, après le séchage, enfin pas le séchage, comment on dit, la torréfaction Ouais, la torréfaction, la oui. torréfaction. Donc l'étape suivante, c'est cette machine, et donc ça consiste en quoi? Donc le but, c'est de concasser la fève et de la débarrasser de la pellicule qui l'entoure. Donc c'est une machine auto-construite. Je me suis inspiré de vidéos que j'ai vues, j'ai glané sur internet. Donc je pars avec un extracteur de jus de marque américaine, Champion Juicer. C'est un modèle qui permet, si on enlève la grille de tamis qui se trouve en dessous, de faire fonction de concasseur. Donc j'ai installé une petite cuve de récupération pour mettre les fèves. Donc elles vont tomber, je vais les charger ici. Elles vont passer dans le concasseur qui va les broyer. Après elles retombent dans une nouvelle cuve et ensuite elles sont acheminées par une vis sans fin dans un système de tuyauterie qui vont tomber en bas. Et ici va se connecter une aspiration qui va passer dans un cyclone. Donc tout ce qui est plus léger, qui va être aspiré, va être filtré dans le cyclone et tomber dans ma cuve de récupération. Donc dans le seau bleu, là, dans le tonneau, ouais. c'est les déchets. Voilà, on peut, voilà, c'est toutes les écorces. Je n'ai pas besoin pour faire le chocolat. Ok. Et donc après c'est un aspirateur qui est branché ici, domestique. Voilà. Bon, on envoie la machine. Ouais, du coup il faut que je vide là. Donc là tu vas vider les déchets du concassage précédent. Voilà, le concassage précédent, je vais vider les déchets. Donc j'ai fait mes pesées, je me suis rendu compte que j'avais pas un rendement exceptionnel. Donc ça veut dire que dedans là, j'ai du gruau de cacao qui est en trop grande présence. Donc je vais repasserai mes déchets pour récupérer ce que je peux dedans. Hop, je connecte. Donc je peux te montrer ce que ça donne à l'intérieur. Je crois qu'on voit pas. On voit pas. Ah oui, c'est mieux. D'accord. Ah oui, Voilà. donc et là comment tu... Donc là, si j'analyse plus finement, en fait, je me rends compte là en analysant que c'est plein de micros Ah oui. éclats
Et ça pourrait être... ouais, ça c'est du cacao, voilà, c'est ça. Et j'en ai plein comme ça, et qui sont trop fins. Donc eux, ils se sont inspirés. Donc là, la conclusion que j'en fais, c'est que ces fèves-là, elles s'émiettent très facilement, et mon concasseur est trop agressif. Il est concasse trop fin. Il y a eu une erreur aussi que j'ai faite hier, c'est que ma cuve là, ma réserve était pleine, et ça a touché le concasseur. Je pense que ça a dû un petit peu mal expulser, et trop broyer une partie qui restait un peu bloquée. C'est beaucoup de détails. Voilà, bref, je repasserai quand même pour essayer de le récupérer. En attendant, je vais vider ça. Donc on peut utiliser, soit faire de la tisane, compost au jardin. Voilà, un petit peu les utilisations. Il y a un industriel qui s'amusait à faire du papier avec aussi. Ah oui. À 10% à peu près d'écorce pour valoriser, ça donne un grain dans le papier. Je serais curieux d'essayer ça avec mes pleurotes, tiens. Et ben je t'en donnerai, ouais. Ouais. Ouais, ben, ça va être sympa de se dire, bah tiens, quelques mois plus tard, j'ai fait des essais. Pleurote, goût chocolat, goût cacao, ça doit être rigolo. Ouais, puis c'est plein de nutriments dedans, alors... Alors donc après quelques heures de concassage, on obtient ça. Ça s'appelle le gruet, c'est ça? Le gruet, voilà, éclat de fèves de cacao, le gruet. Et donc maintenant, l'étape suivante. Et ben déjà, on peut voir la différence, si tu veux approcher. On a donc d'un côté les écorces, avec quelques chutes de débris de fèves, et de l'autre côté, le gruet. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape suivante, où on va le broyer pour faire la pâte de cacao, qui va nous servir à faire le chocolat, donc avec un ajout de sucre. Donc j'ai pesé ma quantité pour savoir combien après je mettrai de sucre pour choisir mon pourcentage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour alimenter ma machine qui est ici, je vais chauffer mon gruet. Alors tu disais, pourquoi tu chauffes le gruet avant de le mettre dans la machine? Voilà, le but c'est de faire tourner la machine à entre 35 et 45 degrés. Et du coup là, on a donc c'est une meule en fait, donc tu as un fond en granit, 2 roues en granit, et c'est la cuve qui tourne et qui va faire tourner les roues. Si on la met en route. Voilà, manuellement, voilà. Si Voilà. je la fais tourner manuellement, ça fait ça. D'accord. Le mouvement. Voilà, et je peux gérer la pression, des roues avec les vis avec là. la molette là. Voilà. Et donc du coup tu fais chauffer pour éviter de trop forcer sur la machine, pour ramollir un peu Voilà, le ça gruet. faire fondre la graisse qui est présente dans la chair. Parce que là, on a quasiment 50% de matière grasse qui est emprisonnée dedans, qu'on va libérer. Voilà, donc là, je réchauffe un petit peu mes éclats à la poêle, tranquillement. Je vais les monter à 50 degrés. Voilà, faut que ma poêle chauffe. En même temps, j'en profite pour enlever les petits restes d'écorce. Parce que tout ce que je vais pouvoir enlever en écorce, c'est de la matière sèche en moins. Donc j'aurai un chocolat de meilleure qualité. Moins j'ai d'écorce, meilleur il sera. Parce que ces petits éclats là, comment dire, on va les sentir au final dans la tablette? Ou ils vont être tellement broyés que ça va passer inaperçu? Les peaux ou la chair? Là, ce que tu enlèves. Ah oui, ça passe inaperçu, ça sera broyé. Mais plus il y en a, plus ça amène de la matière sèche et donc ça donne moins d'onctuosité au chocolat. Okay. Et en plus, c'est pas la partie la plus aromatique. Donc ça, oui, ça apporte. ouais, ça dilue un peu la puissance de mon cacao. D'accord. Voilà, 25-30. Voilà, après j'ai aussi pour aider, j'ai un pistolet à chaleur là. Comment on dit pistolet thermique. Je vais m'en servir pour chauffer les fèves et aider à chauffer les roues. Mais il faut éviter en contact direct avec les pierres pour ne pas faire de choc thermique. Donc il conseille les fabricants d'y aller doucement, quoi. D'accord. Donc moi j'attends d'amener un peu de matière. Est-ce que je la fais pas tourner à vide non plus pour ne pas user les pierres.
très artisanal. 33. Je libère un peu l'espace. Je vais ranger ça aussi. Et là, chez ma... Attends, excuse-moi. C'est bon. Donc chez un industriel, là ce que tu es en train de faire à la poêle pour alimenter la machine, tout ça, j'imagine qu'il y a du coup une machine qui va tout faire un coup. Non, c'est des lignes. Je pense que c'est des lignes de succession de machines. Après, ils ont des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que moi, là, j'ajoute du gruet en pépites dans une machine qui va me le broyer. Il existe des, j'ai le terme en anglais, mais des pré-broyeurs qui vont déjà affiner ça, qui vont quasiment faire de la pâte épaisse, qui va faciliter le travail de la machine qui va affiner elle. Voilà. Ils vont spécifier de plus en plus chaque action pour avoir de la précision. Et après, il y a d'autres technologies beaucoup plus complexes qui fabriquent, qui font ce travail-là de manière beaucoup plus en 2 heures. Et ils peuvent avoir du chocolat qui est terminé. Alors que moi, je vais faire tourner là une machine comme ça, remplie. Il faut compter 3-4 jours de rotation. Voilà, 62. Donc, tac, j'allume. J'éteigne la lumière. Je regarde si C'est mieux. Après, on peut peut-être la être en direct, mais plus diffus. Ça c'est après de longues heures. Ça a tourné combien de temps là? J'ai lancé hier soir. Là, ça fait 12-15 heures. Donc 15 heures. Et voilà, on a quelque chose de vraiment liquide là. Hein. Ouais. Et donc alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Ça. Ah. Très très fluide. Voilà. Et là, je vais ajouter le sucre maintenant. Le sucre. Alors déjà, le sucre, tu vois, rien que là-dessus, tu peux peut-être nous en dire. Ouais. C'est un sucre complet de canne qu'on appelle couramment rapadura, panela, muscovado, ça dépend des origines. Et donc c'est un sucre complet qui a encore la mélasse et donc qui a un petit goût un petit peu caramélisé, naturel, mais qui garde en même temps plein de vertus de santé comparé à un sucre raffiné. Et est-ce que dans certains chocolats, il y a du sucre, le sucre blanc, sucre de betterave, le sucre vraiment bas de gamme, ou non, il y a toujours quand même un sucre un peu recherché? Non, s'il n'est pas bio, ça sera du sucre blanc de betterave, systématiquement, quasiment, je suppose. En général, même en bio, si vous n'avez pas chez votre artisan mine to bar, ça sera très certainement du sucre blond de canne, type sucre roux qu'on trouve traditionnellement en magasin bio ou sucre bio de canne. Et simplement, on est peu nombreux. C'est marqué, il faut regarder les étiquettes, c'est marqué dessus normalement si c'est un sucre complet ou si c'est un sucre blond classique. Donc on est peu nombreux, on est très peu nombreux à utiliser ce sucre-là. Mais c'est un parti pris parce qu'il donne un goût au chocolat. Donc c'est un choix il y a des artisans bean to bar qui ne vont pas utiliser de sucre comme ça. Ils vont que le blanc parce que leur but c'est de absolument refaire sortir le goût de la fève. On ne veut pas amener d'autres choses et moi je fais plutôt le goût du côté le plus naturel possible, on va dire. D'accord. Et donc là, tu as ajouté le sucre. Voilà, donc là je fais un 75%, donc j'ai 25% de poids de sucre par rapport à 75% de cacao. Donc cacao, c'est ça, pâte de cacao. Et donc voilà, simplement je vais l'ajouter. Alors ça va
Ça va changer la texture. J'ai petit à petit. Et puis je vais peut-être pas tout mettre d'un coup, on va voir comment ça réagit. Le son de la machine il change aussi là, elle travaille plus fort. Voilà, je vais en mettre encore un peu. On va faire une petite pause pour le laisser digérer. Je peux venir aussi rappeler. Ça c'est un modèle un peu dit domestique dans le sens où on peut faire des petites quantités à la maison. Je peux mettre jusqu'à 3 kg de matière. C'est bien pour faire des essais. Voilà, donc là on a déjà plus de viscosité, qui est plus épais. Très granuleux, hein. Si on le mange, c'est un côté granuleux. On va sentir les cristaux, enfin les grains de sucre, mais j'imagine qu'au bout d'un moment ça va se dissoudre. C'est ça, ils vont s'affiner. Bon, il n'y a pas d'eau dedans, c'est que du matière sèche, donc c'est par écrasement que ça va s'affiner. D'accord. Ça fond pas vraiment. Mais il y a un cap à passer quand même. Je me suis rendu compte en laissant tourner plus longtemps que prévu une machine au départ que je passais un certain cap et qu'on arrivait à quelque chose de très fin où on sent plus du tout et que j'aime beaucoup, qui donne vachement d'onctuosité au chocolat. Donc c'est la dernière étape. Après l'ajout du sucre, on passe à la dernière étape du chocolat, c'est le conchage. Donc c'est la partie où on va laisser tourner la machine pour brasser le chocolat, l'aérer, continuer de faire évoluer les arômes. Où en fait il y a les derniers acides acétiques qui sont constitués à la fermentation. Et là les derniers vont pouvoir être libérés. C'est moi en tant qu'artisan bean to bar de décider en fait quand j'arrête ma machine pour lui laisser ou pas un petit peu d'acidité. C'est moi qui vais doser là-dessus quoi. Voilà, et donc selon le cacao, je peux choisir de faire tel ou tel taux de sucre pour le marier au mieux. Ça, c'est à chacun de décider. Donc là, l'étape d'après, ça serait par exemple de tout simplement l'étaler, le laisser refroidir et on a une tablette. Il y a des courbes de température à lui faire faire. D'accord. On verra après, on fera le moulage ensemble. Ok. On peut ajouter, si jamais c'était un peu épais, que je sens mon chocolat épais, que je veux le fluidifier, je vais faire un petit ajout de beurre de cacao. Ah oui, tu m'as dit plein de choses sur le beurre de Ouais, cacao. on peut reprendre. Est-ce que... Je t'embarque ou j'amène le paquet. C'est vrai que déjà, rien pas dessus. On peut le regarder ensemble. Alors, le beurre de cacao. Déjà, tu peux peut-être nous redire ce que c'est, comment c'est fait et comment tu l'intègres dans à quoi ça sert. Ouais. Donc le beurre de cacao, c'est en fait la matière grasse de la fève. On a dans une fève presque la moitié qui est du beurre de cacao, donc une huile qui a la propriété de figer en dessous d'une certaine température. Donc je vous avoue que là je ne suis pas expert sur à quelle température ça fond, ça dépend un peu des conditions, de la masse, etc. Jusqu'à 30 degrés normalement il peut se tenir. Et donc on va faire ça. Donc on passe les fèves de cacao dans une presse à huile et en fait ça extrait d'un côté l'huile du cacao et de l'autre côté le tourteau, donc la matière sèche. Cette matière sèche, on appelle ça aussi du cacao dégraissé. Donc ça fait des blocs qu'on va ensuite on peut réduire, pulvériser en poudre, ce qui va donner la poudre de cacao. Voilà, donc ça c'est un peu un extrait du cacao, la partie grasse. Et là, elle est naturelle, donc elle n'a pas été désodorisée. Donc on a une odeur naturelle de la fève. Donc celle-là, elle vient du Pérou, en bio. Voilà, et donc l'utilité, je vais pouvoir donc m'en servir en ajout dans mon chocolat pour le fluidifier. C'est la propriété de fluidifier, parce qu'une fois chaud, en fait, c'est très liquide. Et donc je peux fluidifier un chocolat noir, un chocolat au lait, en sachant qu'en proportion, dans le chocolat au lait, et systématiquement, on est quasiment obligé de rajouter du beurre de cacao parce que l'ajout de lait en poudre, il épaissit énormément la matière et donc pour pouvoir le travailler, on est obligé de rajouter plus de beurre de cacao. Je suppose que c'est des fèves déclassées qui vont pas bien en taille ou
un petit peu abîmé ou un lot, on ne sait pas forcément. Il peut y avoir, enfin, là, c'est en bio, donc toute la provenance sont certifiées bio. Mais alors exactement, c'est un peu un regroupement de peut-être d'invendus aussi. C'est-à-dire que les producteurs, ils produisent, ils se retrouvent avec des stocks qui doivent écouler sur les marchés internationaux. Si jamais ils retrouvent, là, ils ont l'année d'après, ils ont une nouvelle récolte, et ils ont leur fève sur les bras. Donc bon, on passe tout en beurre et en poudre. Et on le vend moins cher aussi, j'imagine il y a de ça. C'est pour ça que souvent, ça peut arriver que le beurre il soit ranci, parce que je pense que c'est peut-être aussi des vieilles fèves. Il y a cette théorie-là. Ouais. J'ai pas encore assez exploré le sujet pour savoir exactement ce qu'il en est. Et après, comme tout produit, les beurres, il y en a toutes sortes de qualités en fait. Qu'est-ce qui va faire la qualité d'un beurre pour toi? C'est les fèves utilisées au départ. C'est-à-dire qu'elle soit plutôt jeune, que c'est pas été longtemps stocké, que ça soit à partir de fèves qui n'aient pas été corrompues, dans le sens éventé, qu'en gros ça soit pas rance et que le goût général soit agréable. Ah ouais, et là-dessus, tu as une, t'as une maîtrise. Quand tu commandes ton beurre, tu peux savoir un peu tout ça ou J'ai demandé des échantillons à mon fournisseur. Après, ça dépend des fournisseurs. Mais là, j'ai des échantillons Venezuela. Donc, il m'a envoyé un petit morceau comme ça. Déjà, il n'a pas la même couleur. Ouais, et lui, il a été moulé en tablette. D'accord. C'est des gros carrés de... Voilà. Effectivement, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même odeur, il n'aura pas le même goût. Et il va cristalliser différemment aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé de la cristallisation, ça viendra après. Mais ça joue énormément. Mais j'ai pris l'échantillon là, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bio, parce que mon fournisseur, il vend du bio et du non bio. Et donc, j'ai renoncé à prendre celui-là. Et après, ça, Pérou, single origin, natural butter, donc c'est origine unique Pérou, donc il n'y a pas de mélange avec d'autres pays. Et c'est du beurre naturel. Donc ça, c'est le même. Ah oui, c'est... L'odeur, c'est pareil. Voilà, hop. Ok. Voilà, pour le beurre. Et le chocolat blanc, on n'a pas parlé du chocolat blanc, donc on peut en mettre dans le chocolat noir pour le fluidifier. Souvent, ce qu'on appelle le chocolat de couverture, pour les chocolatiers, c'est un chocolat qui est enrichi en beurre de cacao. Donc, comme son nom l'indique, couverture, c'est pour couvrir les bonbons. Donc, c'est un chocolat qui est fluidifié avec un ajout de beurre de cacao. Si on prend du chocolat pâtissier, théoriquement, il est moins riche en beurre de cacao et donc plus épais. Donc ça, c'est pour le noir. Le lait, il y a une bonne proportion de beurre de cacao parce qu'on a du lait en poudre, donc il faut pouvoir fluidifier le chocolat grâce au beurre. Et il y en a quand même de la fève aussi entière qui donne la couleur brune. Et puis ensuite, le chocolat blanc, c'est simplement une association de beurre de cacao, de lait en poudre, de sucre, et après on parfume en général à la vanille. D'accord. Alors, dernière étape, le beau chocolat tout bien lisse. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire, Benjamin? Là maintenant, on va mouler les tablettes. Donc le chocolat a fini de tourner. Sur une petite machine comme ça, on l'a fait tourner deux journées, donc 48 heures on va dire. Et maintenant, on va le tempérer. Donc on va lui faire une courbe de température. Et on va pouvoir le mouler en tablette. Donc là, je vais prélever. Je vais juste vérifier la température. Voilà, donc on est à 46,5, donc c'est bien, il est chaud. On a le maximum de sa fluidité. Là, je vais pas tout faire, je vais juste prendre une partie. Je peux même directement en fait faire comme ça. Attention, le slow motion, t'es prêt? Il faut veiller à bien nettoyer parce que sinon, avec la force centrifuge, ça éclabousse. Voilà.
Donc là, je vais l'étaler sur le marbre en fait pour le refroidir. Donc c'est le tablage. On passe sur la table. Voilà. Donc là, j'ai une petite quantité. Il fait relativement frais dans ma pièce. Le marbre est froid. Ça va aller relativement vite. Donc je le brasse en fait. Je le brasse pour pas qu'il cristallise à un endroit et qu'il soit encore fluide de l'autre. J'ai des grumeaux après. L'idée, c'est que ça soit homogène. Et donc là, tranquillement, il s'épaissit. Là, je vais prendre la température. On a 30, entre 31 et 30. Donc, il faut que j'arrive à 28,5. C'est quoi cette température de 28,5, 29 là? Ouais, en fait, je lance ça permet au chocolat de commencer à cristalliser, au beurre de cacao qui est prêt. Il cristallise à 29 degrés, c'est ça? En fait, selon les températures, il y a différents, comment dire, il y a 6 cristaux différents qui se combinent dans le. À peu près, je suis pas expert, mais il y a quelque chose comme plusieurs cristaux différents qui se combinent. Et donc là, on va en pré-cristalliser une partie. D'accord. Pour l'objectif, c'est après, à la fin, d'avoir une texture qui soit facile à travailler. Là, c'est bon. Mais qui puisse donner un rendu. L'objectif, c'est de donner un rendu au chocolat homogène, brillant, cassant, une fois qu'il a figé. Donc là, je mélange bien pour avoir la même homogénéité de température. Ouais, je vais aller... Bah oui, t'as le contre-jour. Ah oui, Attends, j'arrive. J'arrive. c'est le stress là. C'est le moment crucial du chocolat. Déjà, je suis pas super bon en température là. Je suis un peu froid. J'arrive. Hop, je reviens. Je mélange. Ouais. Bah, nickel. Donc là, je suis à 31,5, 31,3. Donc c'est exactement ce que je cherche. Donc là, je peux mouler. Donc maintenant, là, je vais mouler à 70 grammes. Minimum. Donc, en général, un peu plus. Il y a des chanceux qu'on a un peu plus. Ouais, Voilà. Donc là, ça permet deux choses, de bien étaler le chocolat et de chasser les bulles d'air et qu'il pénètre bien tout le long du moule pour pas qu'il y ait de petites bulles. Voilà, là je vais le mettre au frigo pour le cristalliser rapidement. Hop, et ça va partir en un quart d'heure. Donc là j'enchaîne. donc là, c'est le moment un peu stressant là. Et disons que là mon chocolat, lui, là dans la cuve, il est en train de refroidir. Ouais. Donc il faut que je surveille la température au fur et à mesure. Et pour faire cette opération, il y a une machine? Ouais, après je vais investir. Pour le moment, on fait tout à la main. En fait, pour chaque opération... Il y a des machines. Ah oui, c'est possible. Les industriels, ils ont tout en machine. Par exemple, là, en autoconstruction, je voudrais faire une table vibrante. Pour faire ça. Voilà, je mets mon moule sur la table vibrante et il me fait la vibration de manière beaucoup plus douce. Ouais.
et régulière et sans effort pour moi, comme ça en même temps je peux faire autre chose. Alors ça c'est la dernière étape. Dernière étape, donc le démoulage, après avoir passé, ça dépend des frigos. Là il n'est pas très froid, c'est un frigo qui ne tourne pas fort. Enfin bref, ça a cristallisé. Donc pour le voir, on le regarde au dos. Ah, je ne sais pas si ça se verra bien. Ici on a encore des petits points où c'est encore attaché au moule. Et si je vrille légèrement mon moule, attends, je sais pas si tu l'as. Si, je vois. Tu l'as? Ouais, je vois. Attention, la bulle elle va. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vais pas trop le faire parce que je vais le faire au-dessus de ma table. Voilà. Ah bah on voit bien comme ça. Hop, petite vrille. Tac. Et voilà. Je vais en faire d'autres. La petite trace là, c'est parce que j'ai Ouais. mal nettoyé le moule, Non, c'est histoire de température. D'accord. Voilà. Et donc pour voir si c'est bien cristallisé, quand on casse à l'intérieur, on a vraiment un bloc homogène. En comparaison, je vais aller chercher une tablette qui n'a pas été bien cristallisée. Voilà, là, on voit la différence. Attends. Hop. Voilà, quand c'est pas bien cristallisé, en fait, ils sont, comme en petits morceaux. Voilà, tu vois, la température était pas bonne. C'est juste une histoire de température. Hein. Ouais. Et en bouche, ça va donner un côté granuleux. Que là, ça va être vraiment homogène, fondant, lisse. Voilà. Donc tu vois, c'était blanc, quoi. Et donc alors là, sur ces tablettes-là, tu es satisfait, tu es content de toi? Ouais, ça va. Non, je pourrais faire mieux, mais... C'est quoi qui... Bah là, j'étais un peu froid en fait au niveau du tablage. C'est ça qui te gêne un peu? Donc tu vois, là, c'est pour la vendre, je suis limite, quoi. D'accord. C'est pas l'idéal. Et cette petite trace, d'ailleurs, pourquoi il y a cette petite trace que d'un côté? C'est le côté extérieur du moule. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas exactement comment ça... Là, la cristallisation, elle se comporte, mais... Ça cristallise peut-être plus rapidement parce En qu'il n'y fait, a pas la plaque... Là, on voit les traces en fait de coulée de chocolat. Ah, C'est-à-dire que la cristallisation, ça a déjà commencé de manière dissociée à se cristalliser, donc on les a ramenés, mais du coup, ça a fait des plis. Que si j'avais été moins descendu, en fait, on serait resté sur quelque chose d'homogène qui, même si je donne un mouvement dans l'air, ça se réuniformise à l'arrivée. On a déjà une dissociation en fait des blocs de chocolat. D'accord. Mais en termes de goût, ça change. Là, à ce degré-là, ça change rien. Mais si c'était un peu plus accentué, on aurait quelque chose comme ça, avec vraiment des cristaux qui se forment de manière disparate. D'accord. Les questions que je voulais te poser. Est-ce que dans ton activité, tu cherches à avoir une certaine autonomie? Peut-être tu connais un petit peu la thématique de ma chaîne, qui tourne autour de l'autonomie. Est-ce que dans la confection du chocolat, tu imagines pouvoir gagner une certaine autonomie? C'est déjà le principe du bean to bar, dans le sens où finalement on va déjà faire soi-même des procédés qui jusque-là étaient réservés aux industriels, donc la fabrication du chocolat à partir des ingrédients bruts, donc les fèves, le sucre. Mais par contre, là où l'autonomie pêchera toujours par rapport au chocolat, c'est que c'est absolument des matières, à part le sucre qu'on peut trouver en France, mais sinon le cacao, c'est forcément une matière importée. Et donc là, ça fait entrer toute une logistique qui est aujourd'hui indexée sur le pétrole finalement. Après, j'embraye tout de suite. Du coup, alors... Ouais. Donc effectivement, les fèves elles viennent par transporteur, c'est indexé au coût du pétrole. Comment tu imagines que ton activité pourrait évoluer dans un monde où, je ne sais pas, par exemple, le pétrole est 2 fois plus cher, où il y a des pénuries de pétrole, où c'est beaucoup plus difficile de s'approvisionner. Comment tu ferais? Je vois 2 voies. La première, déjà, c'est dans un premier temps, aller au maximum de ce que je puisse faire, malgré les entraves et les difficultés économiques, techniques, etc. qui arrivent. Donc, par exemple, admettons, le coût augmente, je vais payer mes ingrédients plus cher, je vais les vendre plus cher. Donc, c'est juste, je vais jouer le jeu de l'inflation.
Après, si jamais ça devenait insupportable pour moi économiquement, bah, tout simplement j'arrêterais. Et naturellement, comme beaucoup de gens, finalement, je me réorienterais sur quelque chose de plus local. Et donc finalement, je ferais autre chose que du chocolat. Et tu imagines que c'est une activité qui pourrait péricliter dans un avenir où justement il y aurait une raréfaction des ressources énergétiques. Tu imagines que c'est possible? Je continue dans le sens où j'ai regardé un petit peu sur Internet l'histoire du chocolat. En fait, c'est très vieux le chocolat. Ouais. Les rois, ils buvaient une boisson chocolatée. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un commerce autour de la fève il y a très longtemps, sans pétrole, sans toute cette énergie. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer toujours, de continuer de commercer, mais avec des solutions qui ne consomment pas d'énergie? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours des gens suffisamment gourmands, entre guillemets, pour être capable d'aller chercher Pour se mettre en mouvement. Voilà, pour aller chercher les fèves de chocolat alors qu'il n'y a pas de pétrole, quoi. Du coup, je suis déjà en préparation de ce monde-là d'une certaine manière, mais c'est partiel, c'est-à-dire que là, j'ai réservé un sac, c'était mes moyens, mais j'ai réservé un sac de fèves de cacao qui seront transportées par voilier. Il y a en fait c'est-à-dire qu'il y a des voiliers cargo qui sont en train qui tournent déjà et d'autres qui sont en train de se fabriquer pour finalement repenser le transport international à la voile. Donc de là, on a déjà cette économie-là sur le pétrole. Alors aujourd'hui, financièrement, c'est un coût beaucoup plus important, mais qui sait, peut-être que demain, le pétrole va doubler ce coût de voilier et le voilier sera plus intéressant. Donc moi, avec la chocolaterie Nouveau Monde, j'ai envie de contribuer à cette façon de faire. Simplement, aujourd'hui, ça monte aussi le prix du chocolat. Mais à terme, on peut imaginer qu'il n'y ait que des voiliers qui traversent le monde et qui fassent faire les échanges aux produits, des produits dans tous les sens à la voile. C'est faisable. Mais ça ne sera plus le même coût des choses et ça sera du coup peut-être un produit effectivement très rare, de luxe extrême qu'on pourra, comme à l'époque où les grands-parents s'offraient une orange à Noël, là ça serait un peu, on aura une tablette par an qu'on se paye à plusieurs. D'accord. Voilà. Ça redeviendrait quelque chose, un produit de luxe, comme ça l'a été au début pour les rois, où c'était réservé, quoi. J'ai un dernier point aussi dans lequel je suis confiant. C'est que pour moi, en fait, il y a des solutions énergétiques qui existent déjà, qui sont en voie qui sont en travail, on va dire, par de nombreux scientifiques à travers le monde, mais qui aujourd'hui sont bloqués par des lobbies pétroliers, etc. Et ma croyance est que, en fait, on va trouver d'autres solutions énergétiques qui peuvent être très propres, c'est jamais 100% neutre, etc., mais qui vont pouvoir donner beaucoup de durabilité à notre société, et qui va évoluer aussi avec ça, mais quand on se sera libéré de certaines mafias. C'est ma théorie. D'accord. Et donc, j'ai une dernière question. Dans une perspective où, je sais pas, on parle, ça m'arrive de parler d'effondrement économique. Et dans cette perspective-là, où il y aurait un effondrement économique brutal, est-ce que tu envisages, par exemple, d'acheter un lot important de fèves et de les conserver chez toi? Et si oui, comment tu imagines pouvoir les conserver longtemps? Et est-ce que c'est possible déjà de les conserver longtemps? Aujourd'hui déjà, les fèves, par exemple, je peux aujourd'hui travailler des fèves qui ont été récoltées en 2018, 2019. C'est à peu près en ce moment jusqu'à 2020. Les 3 dernières années, c'est les fèves en ce moment que les chocolatiers travaillent. Donc, j'ai pas une grosse expérience de cette durée de vie des fèves, mais à partir du moment où en fait, on les a fermentées, séchées, et on les maintient dans un environnement sans rongeurs et insectes, je sais pas comment on dit, hors nuisible, à l'abri, et dans un climat, on va dire, frais et sec, type, je sais pas moi, une grande chambre froide à 15 degrés bien sèche, le produit va très peu bouger et va se stabiliser comme ça, et on va pouvoir le maintenir, si j'ai bien compris de ce qui se fait en ce moment, 3-4 années. D'accord. Au maximum. Après, en fait, progressivement, la pointe de faiblesse de la fève, ça va être la matière grasse qui va se mettre à rancir.
Et ce qui permet de freiner ce phénomène-là, c'est l'enveloppe qui entoure la fève, qui reste bien imperméable d'une certaine manière et qui protectrice en tout cas de mouvements d'air, etc., qui vont faire l'éventation, enfin, éventer les huiles. Et en gros, c'est comme une semence, on peut la garder longtemps, mais progressivement, elle va rancir, ça va se dégrader. Et donc, une fois qu'on a fait le chocolat, hein, donc là, moi, par exemple, j'ai acheté un chocolat d'une artisane chocolatière, récolte 2018, elle l'a transformé, je sais pas, dans l'année, et sa DLC qu'elle met sur le papier, elle court sur 2 ans. Donc, on peut imaginer qu'en gros, de 2018 à 2023, c'est consommable, avec les étapes de transformation incluses dedans. D'accord. Donc, voilà, et c'est vrai que je me suis en train de me dire, là, c'est un point qui est très intéressant, c'est que j'ai lu quelque part, dans un livre sur le chocolat, en fait, il y a eu dans une certaine, un effondrement économique ça a déjà arrivé dans l'histoire en Allemagne, je crois, peut-être pendant une guerre, je n'ai plus les détails, mais il s'est dit qu'en fait, le cacao faisait partie où le chocolat était une valeur précieuse de monnaie d'échange très valable en période de crise économique. En fait, c'est exactement à ça que je pensais. Voilà. Moi, en tant que petit particulier qui n'a pas les outils que tu as pour transformer le chocolat, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt d'avoir, je sais pas, un sac ça pèse combien un sac entre 30 et 70 kilos. En gros, d'avoir 50 kilos de fèves de cacao à la maison, bien stocké tranquillement. Et je me dis, ça peut être une valeur d'échange à un moment où ça pourrait, je sais pas, mal tourner, et donc avoir ça. Je pense que ça peut avoir plus de valeur que, par exemple, d'essayer d'échanger des carottes, des patates, choses que tout le monde aura. Oui, c'est sûr. Et voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus précieux dans les stocks, quoi. L'inconvénient, je dirais, c'est que c'est un produit brut, donc déjà il y a beaucoup de travail de décortiquage pour. C'est vrai que c'est une fève qui est très nutritive, donc on a un intérêt nutritif et puis gustatif parce que ça va nous varier de ce qu'on pourra seulement produire en local, donc effectivement ça amène une valeur ajoutée. Simplement, donc il y a ce fameux, on va dire 4-5 ans de durée de vie si on les conserve bien. Donc c'est pas non plus très long, mais peut-être sur une période de transition qui passe par une étape de chaos, ça peut très bien dépanner la personne qui les possède. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après aussi, c'est pas du chocolat. Le cacao, il a quand même un goût qui est plus fort, moins. Après, si ça te dit, on pourra, si tu veux, peut-être proposer une vidéo de comment faire du chocolat sans tous les outils que tu as. À la méthode un peu plus débrouille, quoi. Est-ce qu'on peut faire du chocolat avec des fèves de cacao sans être chocolatier, sans avoir tout ce matériel? Donc ça peut faire l'objet d'une autre vidéo si ça te dit. Avec plaisir. Benjamin, je te remercie. J'ai appris plein de choses. Franchement, je suis arrivé un peu ignorant. Je repars avec un peu plus de savoir. Je te remercie. Merci à toi, Loïc, pour ton attention. Produire sa nourriture, c'est un peu la base de l'autonomiste. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Pour rester en contact avec notre communauté proche, il faut, je pense, être en mesure de lui apporter des biens et services autres que ce que tout le monde a la capacité de produire. Il faut garder la capacité de commercer ou de troquer. C'est dans cette perspective que j'aimerais intégrer le chocolat dans mon modèle d'autonomie. Alors je ne sais pas encore comment on fait du chocolat sans tous les outils que vous avez pu voir dans cette vidéo. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est mon premier reportage, entre guillemets. J'ai réalisé la difficulté de faire une vidéo tout en parlant avec mon interlocuteur. Alors il y a des imperfections dans ce reportage. Je ferai mieux la prochaine fois. À bientôt.